La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire, nous dit le psaume 15, le vers 33. Très heureuse de vous retrouver en ce nouveau mois de juillet pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. Du 15 au 20 juillet 2025 se tiendra la conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La toute première de la nouvelle équipe dirigeante aura lieu au Temple Jubilé de Cocody dans le district Abidjan-Nord. Après le mouvement de réveil la semaine dernière, c'est au tour de l'organisation des conducteurs d'être mise à l'honneur par le calendrier ecclésiastique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le démarrage de leurs activités pour cette année a été lancé au cours d'un culte au Temple Jérusalem des 220 logements. Et puis à l'international, ce sont près de 14 millions de personnes qui sont menacées par la fin des activités de l'organisation américaine USAID. C'est l'une des répercussions des mesures prises par le président Trump dès sa prise de fonction. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre. Depuis le 18 mai 2025, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire connaît un renouvellement au sommet de ses instances dirigeantes. Cette nouvelle équipe, conduite par le bishop Séraphin Moudé, présidera sa toute première conférence ordinaire. Quels sont les mécanismes mis en place? À quoi doit-on s'attendre avec le district Abidjan-Nord, qui est le district organisateur? Élément de réponse avec Emmanuel Abali. Le conseil du district d'Abidjan-Nord s'est réuni dans l'après-midi du dimanche 29 juin 2025 pour élucider certaines questions liées à l'administration des églises locales, des 4 circuits qui la composent, à savoir le circuit de Cocody, le circuit de Bingerville, le circuit d'Adjamé, le nouveau circuit d'Angré. Un autre point inscrit à l'ordre du jour a cristallisé l'attention de tous les premiers responsables. Il s'agit des préparatifs de la 20e conférence en tant qu'église méthodiste en Côte d'Ivoire. Plusieurs aspects ont été abordés, notamment les ressources humaines, l'hébergement des différents délégués des districts missionnaires, les différents temples qui abriteront les sessions laïques et pastorales, un challenge prêt à être relevé en toute humilité. C'est la première conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans notre nouveau statut. Et le deuxième élément, c'est que cette conférence, cette 20e conférence, sera encore abritée par un des nôtres qui a été nommé secrétaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons pris le taureau par les cornes. Depuis l'an dernier, nous avons commencé par mettre les éléments en place. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que tous les éléments sont en place. Il n'y a que le dernier détail à régler. Toute cette osmose structurelle que nous avons reçue, c'est dans le cadre d'une bonne préparation et l'agencement organisationnel nous tient à cœur, à tel instant que nous ne voudrons pas qu'une faille s'installe. À Abidjan-Nord, l'espace spirituel et grands événements aura ainsi ce privilège de recevoir cette première conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et aussi recevoir le nouveau bishop pour sa première conférence. Donc ce sera tout en un. Président de séance de cette réunion, le secrétaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Michel Lobo, par ailleurs surintendant du district Abidjan-Nord, a rassuré sur l'implication totale des pasteurs et laïcs, mais également il s'est compté sur les largesses du Seigneur pour la bonne tenue des travaux. C'est plus de 700 personnes que nous attendons. On a dit au peuple de Dieu de se mobiliser, de faire ce travail-là, cette organisation avec le cœur, que des familles soient disposées à accueillir les gens qui arrivent et que toute l'organisation même ne soit pas l'affaire de quelques membres seulement, mais que tout le district soit impliqué dans l'organisation pour la réussite de cette conférence qui se veut un nouveau départ pour la vie de notre Église. Cette conférence qui se veut un nouveau départ pour le nouveau bishop se passe aussi dans les meilleures conditions pour que toutes les orientations, les réflexions et les décisions qui seront prises aident notre Église à pouvoir protéger, sécuriser les acquis et ouvrir d'autres pistes de réflexion, d'orientation pour conduire l'Église en eau profonde. Prévue du 15 au 20 juillet 2025 au Temple Jubilé de Cocody, la 20e conférence de l'Église méthodiste mobilisera plus de 200 délégués. Elle sera la première conférence dirigée par le bishop Séraphin Moudé, également la toute première sous la bannière d'Église méthodiste de Côte d'Ivoire.
Je vous l'annonçais en titre, après le mouvement de réveil la semaine dernière, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire met à l'honneur l'organisation des conducteurs. Engagés auprès des bergers pour assister et encadrer les fidèles, les conducteurs se sont retrouvés au temple Jérusalem des 220 logements pour un culte marquant l'ouverture de la semaine qui leur est dédiée. Le temple de Jérusalem des 220 logements a accueilli le culte de lancement de la Semaine des conducteurs, une initiative du révérend pasteur Esso Akpai Jacob, aumônier de cette organisation. Orateur du jour, il les a exhortés à compter sur le Seigneur, car la classe méthodiste est le fondement de l'Église méthodiste. Nous devons être des lumières porteuses de vie et non des lumières sans vie. Conducteurs, conductrices, vous êtes les piliers de l'Église. Acceptons. Faisons le foi d'être des piliers solides pour porter notre Église. Hier, les conducteurs analphabètes ont porté l'Église par leur foi. Aujourd'hui, vous savez lire et écrire. Vous pouvez lire la Bible et vous lisez la Bible. Mais quelle est votre foi? L'occasion fut toute trouvée pour l'Église haute de remercier le Bureau national pour le cadre choisi. À cette tribune, le président des conducteurs de l'Église d'accueil a profité pour présenter les membres de sa corporation. Nous sommes vraiment heureux. C'est une grâce de Dieu, comme je le disais tantôt. Et tout à l'heure, nous avons vu un culte qui était vraiment animé. Nous avons vu nos frères et sœurs qui sont venus d'un peu partout pour nous soutenir, ce culte-là. Et c'est une joie pour nous. En sa qualité de conductrice titulaire, dorénavant présidente nationale des laïcs, Maître Simone Assaako a encouragé ses condisciples dans leurs tâches. Toutefois, elle a signifié que des tournées seront organisées pour présenter les nouveaux textes de l'Église aux laïcs et expliquer certains nouveaux termes. Au sorti de ce culte, les délégations des conducteurs venus majoritairement des districts de Yopougon, Abobo, Abidjan Nord et Abidjan Sud sont unanimes sur la belle allure qu'aura cette édition. Nous sentons que vraiment les conducteurs sont décidés à prendre leur journée en main, ils sont décidés à louer le Seigneur, ils sont décidés à vivre en convivialité. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'on sent que la semaine sera vraiment bien menée par les conducteurs. Je voulais dire merci, rendre grâce à Dieu pour l'ouverture des festivités, des journées des conducteurs. Vraiment merci parce que ça a été vraiment bien merveilleux. J'invite tous les conducteurs dans les églises locales d'observer ces moments très importants pour notre organisation. On dit souvent que nous sommes les piliers, mais donnons l'exemple. Souvent, nous disons que nos membres ne viennent pas aux classes méthodistes, mais donnons l'exemple. Lorsque nous avons une activité, des conducteurs, soyons tous là pour donner l'exemple en tant que piliers de l'Église. La semaine des conducteurs a débuté le lundi 30 juin 2025 et elle prendra fin le dimanche 6 juillet à Aouya, dans le district de Jacquesville. Là se tiendra les festivités officielles. En marge des activités officielles qui se tiendront à Aouya, à Jacquesville, la semaine sera meublée par des enseignements en soirée dans toutes les églises locales. Le reportage est signé Emmanuel Abalé sur les images de Marcel Dali. À cette même date du 29 juin 2025, le département méthodiste de l'environnement a également procédé au démarrage de la semaine de l'environnement qui se tient actuellement même dans le district d'Agboville. Le reportage de Jérémy Boni. Pour l'édition 2025 des Journées de l'environnement, le département méthodiste en charge de l'environnement a posé ses valises dans le district d'Agboville. C'est le temple Ebenezer de Rubino qui a servi de cadre pour le lancement des activités marquant cette semaine de l'environnement le lundi 30 juin dernier. Au nom de son éminence bishop Séraphin Ano Moundé, je déclare ouverte la semaine méthodiste de l'environnement, la 7e édition, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Foi chrétienne, cohésion sociale et protection de l'environnement à l'épreuve des conflits sociaux, défis et cheminements de réconciliation, c'est autour de ce thème que le colonel Mathieu Ouléa a entretenu l'assistance en vue de l'exhorter à être acteur pour préserver l'environnement. Nous avons mis un accent particulier sur la protection de l'environnement. Dit que c'est important parce que notre vie
dépend de l'environnement. Si l'environnement est pollué, si l'environnement n'est pas sain, la qualité de vie en prend un coup. Donc c'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre nous puisse prendre à cœur la protection de l'environnement en posant des gestes anodins quotidiens, ne pas polluer l'eau, ne pas polluer l'air, ne pas obstruer les caniveaux. Ça fait partie des gestes simples que chaque citoyen doit accomplir pour ne pas dégrader l'environnement. Pour joindre l'acte à la parole, les autorités locales et religieuses présentes ont procédé à une séance de planting d'arbres, un geste fort apprécié par les participants. Un appel à la communauté méthodiste d'être un modèle quant à la propreté, l'assainissement, mais aussi quant au reboisement, de sorte que notre cadre de vie, notre lieu de culte soit agréable, soit paisible pour un environnement sain. Nous avons eu à planter 7 arbres qui fait la fierté de notre église et c'est un grand souvenir. Compte tenu que les arbres que vous avez plantés, moi je trouve que c'est bien. Engagé dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, le premier responsable de ce département revient sur l'importance de cette action. Dans nos églises aujourd'hui, nous voyons que nos fidèles sont confrontés à ce problème sérieux. Les ventes de terrain qui aujourd'hui créent de sérieux problèmes. Donc, nous avons profité de l'occasion pour pouvoir les interpeller sur l'ampleur de ces conflits fonciers et surtout les dangers auxquels ils sont vraiment exposés. Nous avons donc lancé cet appel et nous pensons que nos fidèles ont compris. Et nous voyons donc dans les jours à venir ce que cet appel-là va produire. Des moments de sensibilisation, des gestes éco-citoyens et des actions sociales vont meubler cette semaine qui s'achève le dimanche 6 juillet 2025 par un culte d'action de grâce au Temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville. Je vous conduis à l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, où l'année académique 2024-2025 s'achève pour faire place aux soutenances. Du 1er au 8 juillet, 18 étudiants pasteurs présenteront leurs travaux de recherche devant un jury. Le très révérend pasteur professeur David Quadio revient sur l'importance de cette étape dans la formation des pasteurs. Nous sommes à la fin de cette année académique. Nous avons évalué nos étudiants de la licence 1, de la licence 2 et de la licence 3. Et tous les étudiants de la licence 3 qui sont en fin de formation doivent soutenir un mémoire après donc les examens. Ils sont au nombre de 18 étudiants cette année et du 1er juillet au 8 juillet, les soutenances auront lieu ici même dans notre institut. Il faut préciser que dans une institution académique, pour être titulaire d'une licence, il faut absolument avoir des notes d'examen et une note de soutenance. Ce sont ces deux notes combinées qui donnent la note totale de fin d'année qui vous permet donc d'avoir la licence. Et le Seigneur nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions et nous voulons vraiment lui dire merci. Et donc après cette période de soutenance, nous allons nous retrouver à l'église Cité de l'Espérance de Songon-Braté pour donner à nos étudiants leur diplôme de fin de formation. Ce sera donc une grande cérémonie de diplomation que nous allons organiser en présence des autorités de notre Église, des autorités de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et des autorités politiques, administratives et coutumières de Songon, Mbraté et de tous les districts de Songon. Nous voulons donc demander à tout le peuple de Dieu d'être ici présent à l'ISTA du 1er au 8 juillet pour les soutenances et nous les attendons le 13 juillet à Songon-Braté pour qu'ensemble nous célébrions le Seigneur et que nous puissions aussi célébrer nos étudiants qui vont recevoir les diplômes. Donc après les soutenances et après la diplomation, nous remettons officiellement les étudiants de la 3e année à l'Église qui va se charger de les affecter sur le terrain pour une période de 2 années de proposana. Et à l'issue de ces 2 années de proposana, si tout est concluant, alors ils seront consacrés pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire.
Toujours à Lista, le lundi 30 juin dernier, les étudiants pasteurs ont fait un important don de matériel de sonorisation en vue de renforcer le patrimoine technique de cet institut de formation. Un don qui s'inscrit dans l'évangélisation à grande échelle, nous dit Raphaël Dompé. Une table de mixage de 16 pistes, des micros, des satellites, des haut-parleurs, un synthétiseur et leurs accessoires ont été offerts à l'administration de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé par les étudiants pasteurs de cet institut. Ce don s'inscrit dans la volonté des différentes générations d'apprenants d'équiper progressivement cette école pastorale. Au niveau de l'ISTA, nous n'avons pas de sonorisation propre à nous. Nous avons vu que nous sommes obligés de faire la location du matériel de sonorisation pour les soutenances et pour d'autres activités. Nous avons jugé bon que nous puissions avoir notre propre matériel de sonorisation pour que nous aussi, en tant qu'étudiants, ça puisse nous soulager quand viennent les moments des soutenances et d'autres activités où nous appelons le grand public à venir vers nous. Nous avons jugé bon d'associer aussi un synthétiseur pour que nos cultes soient encore plus joyeux, encore plus gais. Ce matériel, estimé à environ 2 millions de francs CFA, a été réceptionné par le professeur Aladela André, vice-président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et président du Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au nom de l'Église et de l'administration de l'ISTA, il a remercié les donateurs. Nos étudiants pasteurs viennent de faire un don de matériel de sonorisation à l'institut qui les forme. Et l'Église ne peut pas se taire sur ce genre de gestes. Au nom du bishop Séraphin Moundé, au nom du président professeur René Nyalega, c'est vraiment rendre gloire à Dieu et dire merci à nos étudiants pasteurs et les remettre entre les mains de l'Éternel, afin que sur le terrain, ils continuent de cette façon-là, afin que le ministère auquel l'Éternel les a appelés, que ce ministère grandisse pour chacun d'eux. Ces instruments ont été consacrés par le très révérend pasteur, professeur David Quadio, pour être utilisés dès la série de soutenance prévue du 1er au 8 juillet 2025. Tu as permis à tes enfants de mobiliser des moyens pour acheter ce matériel. Viens par la puissance de ton esprit sanctifier ce matériel de sonorisation. Permets qu'en l'utilisant ici à l'ISTA, nous te glorifions, nous édifions cet institut et nous amenons des âmes à se convertir, surtout les populations qui nous entourent. Notons que ce don a été possible grâce à l'appui des communautés locales, des volontaires et des partenaires ayant manifesté leur soutien à ces étudiants pasteurs lors des journées portes ouvertes tenues du 11 mai au 1er juin 2025. Parlant toujours de dons, l'association des conjoints des ouvriers du district d'Abobo s'est tournée vers les veuves et orphelins des circuits d'Abobo-Gare et Anonkwa pour soutenir cette frange de la population. Une action qui répond aux recommandations bibliques telles que contenues dans Jacques chapitre 1, le verset 27. 30 veuves et une vingtaine d'orphelins issus des circuits d'Anonkwa-Kouté et d'Abobo-Gare ont reçu chacun des dons en vivres et non-vivres et une enveloppe symbolique. C'est une action sociale posée par l'association des conjoints des ouvriers, pasteurs et catéchistes du district d'Abobo, une organisation dirigée par Sarah Conan, épouse du surintendant du dit district, et qui fait de l'aide à apporter aux cas sociaux son cheval de bataille. Nous sommes en notre 4e édition cette année. Nous avons commencé en 2022. Dans les mois à venir, nous voulons parcourir tous les districts. Nous avons 6 circuits. Mais aujourd'hui, on a fait 5 circuits. Donc nous demandons à Dieu de nous aider, de nous trouver les moyens. C'est pour cela que je vais profiter de votre antenne pour demander à des personnes de bonne volonté pour nous accompagner. Donc je profite en même temps pour dire merci à l'organisation de notre maman Ato Grâce qui nous a soutenus. Aussi la conférence
qui nous a aussi soutenus. Cette visite des conjoints des ouvriers à l'église Péniel ne s'est pas faite sans l'appui de l'initiateur de cette œuvre sociale et communautaire, le très révérend pasteur Daniel Conan. Il a salué l'engagement de cette association caritative. Très satisfait de l'engagement de nos conjoints. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces donateurs. Nous prions que ce peu qui a été donné à ces femmes et à ces enfants puisse vraiment leur servir. Cet acte est hautement spirituel parce que la parole de Dieu le dit. La vraie, la pure religion consiste à soutenir les veuves et les orphelins. L'invité spécial à cette cérémonie n'est personne d'autre que Marie Moudé, épouse du bishop Séraphin Ano Moudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Après un cantique de consolation, elle a trouvé les mots justes pour encourager les plus démunis. Ce n'est pas une œuvre de charité que les conjoints ont fait, mais c'est la réponse à un appel divin. Je dis aux veuves et aux orphelins qu'ils sont la prunelle des yeux de Dieu, qu'ils ne sont pas seuls dans leur affliction. Quelque part, en plus de Dieu qui les aime, nous aussi, nous les aimons. Et je prie que cela fasse tache d'huile dans tous les districts. Cette journée pleine d'émotions et de partage s'est achevée sur une note d'espoir et de joie, de quoi donner le sourire aux veuves et orphelins souvent marginalisés. En enseignement supérieur, l'excellence a été mise à l'honneur le vendredi 27 juin 2025 à l'ISTC Polytechnique, ce à l'occasion des journées scientifiques qui ont vu la présentation des travaux professionnels des étudiants en fin de cycle en présence de plusieurs personnalités. Plus de détails dans ce commentaire de Daniel Kragui. L'ISTC Polytechnique face aux enjeux pédagogiques de l'intelligence artificielle. C'est autour de ce thème que s'est déroulée l'édition 2025 des journées scientifiques de l'ISTC dénommée JICOM, une tribune qui met en lumière les travaux professionnels des étudiants en fin de cycle, notamment le master et la licence professionnelle. C'est une opportunité pour nous et c'est une chance immense parce que là, on a l'occasion de côtoyer ceux qui sont dans le domaine depuis très longtemps et le fait de savoir qu'ils sont là et qu'ils regardent, ils observent ce qu'on fait et ils apportent un regard critique là-dessus. Nous, ça nous intéresse, ça nous permet d'apprendre toujours et de nous édifier. Ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés là et nous sommes très contents de nos travaux. Et je pense que toutes les écoles ont vraiment bien disposé les travaux. Cette journée qui a réuni un parterre de personnalités, en l'occurrence le ministre de la Communication Amadou Coulibaly et une délégation japonaise, apparaît comme un pont productif mettant en relief les potentialités dont regorge cet institut de formation. À l'ISTC Polytechnique, fréquenté par 1014 étudiants pour l'année académique qui s'achève, la Côte d'Ivoire et l'Afrique reconnaissent à l'ISTC Polytechnique d'être ouvert à l'évolution perpétuelle du secteur de l'information, de la communication et du numérique et des industries créatives. Marraine de cette cérémonie, la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a invité ses filleuls à rechercher l'excellence dans le domaine de la communication tout en suivant les règles d'éthique et de déontologie enseignées dans la rigueur et l'honnêteté. Mes chers apprenants, mes chers enfants, de nos jours, la transformation des mentalités ne peut se faire en marge des réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il est essentiel de disposer de jeunes bien formés comme vous pour maîtriser leurs usages en vue d'en faire une technologie éducative et un vecteur d'information juste. Institut de formation de renommée depuis plusieurs années, l'ISTC Polytechnique regroupe en son sein 5 écoles qui forment au métier de la communication, le journalisme, la production audiovisuelle, les arts et images numériques, les télécommunications et technologies de l'audiovisuel ainsi que la publicité marketing.
Et justement, en parlant d'excellence, le meilleur pharmacien de l'année est connu. Son nom, c'est Dr Eric Granger. Il a reçu son sacre le samedi 12 juin 2025 lors des Oscars de la santé. Fils des bordures de la lagune ébriée, il a été présenté ce prix à ses pairs au palais de Bidjanté dans la commune d'Atekoubé. Raphaël Dompi. Docteur Jean-Éric Granger, figure éminente de la radiopharmacie ivoirienne, a été élevé au rang de meilleur pharmacien de Côte d'Ivoire, secteur public. C'était lors des Oscars de la santé édition 2025. Président de la mutuelle des agents de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan et président de la Fédération des docteurs Hatchans de Côte d'Ivoire, cet ambassadeur de la santé est venu présenter ce prix à ses frères, ses pairs et leur traduire sa reconnaissance en tant qu'acteur clé dans sa victoire au titre de meilleur pharmacien ivoirien. Pour ma carrière, c'est une étape importante, mais pour notre jeunesse, c'est un message d'espérance. Cette distinction, je la reçois non comme un aboutissement personnel, mais comme le fruit d'un engagement collectif, le reflet de la grâce divine et l'expression d'une promotion de l'excellence à laquelle nous devons tous croire. À Dieu seul revient la gloire. Amen. Bien plus qu'un titre, ce prix est une reconnaissance nationale, une marque de confiance accordée à une trajectoire professionnelle dédiée à la santé publique et à l'engagement éthique. Les autorités traditionnelles Tchaman, les grandes familles et les organisations Hatchans sont venus apporter leur soutien à ce cadre ébrié, fidèle méthodiste, originaire d'Abianyambo. C'est pour nous une grande fierté que de reconnaître le mérite de notre frère, notre fils, Dr Granger, et aussi de dire merci à Dieu pour le fait qu'il a été primé par toute la communauté nationale. L'obtention de ce prix a été pour nous l'impossible que Dieu rend possible. Nous voulons demander à chacun, à chacune de se lever. Il a donné un top départ. Tous, nous devons profiter de cela pour nous mettre en lumière dans le travail, dans le respect, et dans tout ce qui peut apporter du développement personnel et communautaire. Nous devons le faire. Ce prix remporté par le docteur Granger représente beaucoup pour la fédération des docteurs Tchaman. Nous dédions ce prix à la jeunesse Tchaman. Pour les interpeller d'abord et dire qu'il faudrait qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'il y a beaucoup de sphères à conquérir et qu'il faudrait qu'on se lève et qu'on commence à se battre pour conquérir ces sphères. Ce trophée a été dédié au Premier ministre Robert Begremambé, fils Tchaman, un modèle de réussite. Plus qu'un symbole, l'enseignant-chercheur en physique et biophysique, Dr Granger voit en ce sacre une source de motivation pour les générations actuelles et futures. Dans l'actualité internationale, près de 14 millions de personnes sont menacées par la fin des activités de l'USAID. La structure américaine a cessé d'apporter son appui au développement conformément aux décisions prises par le président des États-Unis dès sa prise de fonction. Regardez. Le retrait massif de l'aide internationale américaine sous l'administration Trump pourrait avoir des conséquences dramatiques. Selon une étude publiée dans la revue médicale de Lancet, plus de 14 millions de personnes vulnérables pourraient mourir d'ici à 2030 en raison de ces coupes budgétaires. Les chercheurs alertent sur le risque d'interruption, voire d'inversion de 2 décennies de progrès en matière de santé publique dans les pays à faibles et moyens revenus. Les principales causes de cette surmortalité seraient des maladies évitables telles que le VIH et le paludisme, qui ont pourtant vu leur mortalité diminuer grâce aux programmes financés par l'agence américaine USAID. Entre 2001 et 2021, ces programmes ont permis d'éviter 91 millions de décès dans 133 pays. Mais l'annonce d'une réduction de 83% du financement menace de provoquer plus de 14 millions de morts supplémentaires, dont près de 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cette situation intervient alors qu'une conférence internationale sur le financement du développement se tient en Espagne, sans la participation des États-Unis. D'autres grands bailleurs européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France ont également réduit leurs aides, aggravant ainsi les perspectives.
Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. J'ai été très ravie d'être en votre compagnie et je vous retrouve vendredi pour un autre point de l'actualité sur Espérance TV. D'ici là, demeurons tous bénis. Excellent mois de juillet.